Merci. Alors, en pathologie infectieuse, le spectre des agents infectieux s'élargit de plus en plus et il se modifie pour de nombreuses raisons. Et parmi elles, il y a le réchauffement climatique, il y a l'augmentation des voyages et des échanges internationaux, mais aussi l'augmentation des maladies chroniques et des maladies qui s'accompagnent d'une immunodépression ou qui nécessitent un traitement immunosuppressif. Et vous savez tous que l'immunodépression est une situation qui va permettre aux germes saprophytes de devenir pathogènes et de causer des pathologies ou des maladies qui peuvent être très graves. Or, de ce fait, en pneumologie, en plus des bactéries, en plus des virus et du bacille de la tuberculose, il faut désormais compter avec les champignons, et en particulier avec le genre Aspergillus, et plus particulièrement avec Aspergillus fumigatus, qui est l'espèce qui est responsable de plus de 80% des aspergilloses humaines. Les autres espèces d'aspergillose, donc l'Aspergillus flavus, le Tereus, le Niger, sont beaucoup moins fréquentes. Alors, sur le plan épidémiologique, il n'y a pas de données précises sur l'aspergillose au niveau mondial, mais on estime qu'il y a 14 millions de cas par an. C'est un chiffre, en fait, qui dérive ou qui provient des études rétrospectives. C'est donc un chiffre qui est sous-estimé, d'une part parce que tous les pays ne sont pas couverts, et d'autre part parce que c'est effectivement une maladie méconnue, donc largement méconnue, et par conséquent largement sous-diagnostiquée. Et notre premier souci est donc d'améliorer le diagnostic, ce qui passe obligatoirement par une meilleure connaissance des caractéristiques d'Aspergillus fumigatus, une meilleure connaissance des sujets ou des facteurs de risque, des différentes formes cliniques et radiologiques de l'aspergillose qui permettent de suspecter le diagnostic, et des tests et des techniques de laboratoire qui vont nous permettre de confirmer ce diagnostic. Alors, en ce qui concerne le champignon responsable de l'aspergillose, c'est donc Aspergillus fumigatus qui représente pratiquement la majorité donc, de ces champignons. C'est un champignon filamenteux qui est saprophyte, qui est cosmopolite. Il vit au niveau du sol, de l'eau, au niveau de l'air, et aussi bien dans le milieu extérieur que dans le milieu intérieur. Et dans l'intérieur des habitations, vous allez le trouver sur le sol, les murs, sur les plantes en pot, sur le bois, les vêtements, les climatiseurs. Il a une croissance optimale qui est à 37 degrés, donc à la température corporelle, avec un cycle de croissance qui va commencer par, vous voyez, alors je sais pas, un cycle de croissance qui commence par les filaments mycéliens. Ces filaments mycéliens vont donner des têtes aspergillaires qui vont elles-mêmes donner des spores. Ces spores vont ensuite germer et redonner à leur tour des filaments mycéliens. La croissance est rapide sur milieu spécifique et les colonies se reconnaissent à leur couleur qui est d'abord bleue ou bleutée, ensuite une couleur gris foncé ou vert foncé, avec une texture qui est poudreuse ou cotonneuse. Alors, comment passe-t-on de l'aspergillus à l'aspergillose? Les spores sont libérés dans l'air en grande quantité. Un sujet normal inhale des centaines de spores par jour. Et ces spores, en fait, qui ont un diamètre de 2 à 5 microns, ou 2 à 3 microns, 5 microns c'est un peu trop, ça leur permet d'arriver au niveau des alvéoles et au niveau des bronchioles. Arrivés à ce niveau, chez le sujet sain, ils sont rapidement éliminés grâce à l'immunité innée qui fait intervenir, vous voyez ici donc le rôle des cellules épithéliales, le rôle protecteur des cellules épithéliales. Vous avez ensuite la phagocytose par les macrophages et ensuite par les polynucléaires neutrophiles qui sont recrutés à partir de la circulation sanguine, mais aussi donc le rôle important du surfactant. Mais il arrive, y compris chez le sujet normal, que l'aspergillus persiste dans les espaces bronchiolo-alvéolaires sous forme de colonisation, sans donner de manifestation clinique et sans donner de manifestation radiologique.
En revanche, dans certaines situations, cette colonisation va induire une maladie, et l'apparition de la maladie et le type, l'expression clinique de cette maladie va être déterminée par deux facteurs essentiels, l'état immunitaire de l'hôte et l'état anatomique du poumon. L'état immunitaire de l'hôte va aller d'un état d'hypersensibilité à un état d'immunosuppression, avec 3 degrés d'immunodépression, légère, modérée et profonde. Chez les patients qui ont un état d'hypersensibilité comme les asthmatiques, l'aspergillose va se développer sous une forme allergique. C'est la BPA que vous connaissez, mais c'est aussi l'asthme sévère avec sensibilisation fongique. À l'autre bout du spectre, chez les patients qui sont immunodéprimés, l'aspergillose va donner une forme infectieuse avec une aspergillose semi-invasive lorsque l'immunodépression est légère à modérée et une aspergillose invasive lorsque l'immunodépression est profonde, comme chez les patients qui présentent une hémopathie maligne ou chez les transplantés, donc soit transplantation d'organes solides ou transplantation de moelle osseuse. Entre les deux, il y a le sujet immunocompétent qui n'est pas un reste, puisque lui aussi peut développer une aspergillose qu'on appelle l'aspergillose pulmonaire chronique, à condition qu'il y ait des anomalies structurelles au niveau du poumon. Et ces anomalies structurelles sont soit des cicatrices, soit des cavités, soit des bulles. Elles sont liées soit à une maladie séquelaire, soit à une maladie qui est encore active. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces différentes formes d'aspergillose peuvent évoluer de l'une vers l'autre et elles peuvent même se chevaucher. En termes de charge de morbidité et de mortalité, vous voyez que la forme allergique de l'aspergillose est la plus fréquente, avec 6 à 20 millions de cas dans le monde, mais la mortalité est très faible, elle est inférieure à 1%, qu'il s'agisse des malades traités ou des malades non traités. Donc à l'extrême, l'aspergillose invasive est très peu fréquente, puisqu'on a uniquement 300 000 cas par an dans le monde, mais la mortalité est très élevée. Elle est pratiquement de 100% chez les malades non traités et de 30 à 85% chez les malades qui sont traités. Et entre les deux, nous avons l'aspergillose pulmonaire chronique, avec 3 millions de cas dans le monde par an, 75%, donc mortalité 75% donc à 5 ans chez les patients qui ne sont pas traités, et 45%, donc mortalité à 5 ans, chez les patients qui sont traités. Et c'est cette forme d'aspergillose, donc cette forme chronique d'aspergillose, que le pneumologue doit impérativement connaître et reconnaître, parce que c'est une complication potentielle de très nombreuses pathologies que nous rencontrons couramment dans notre pratique pneumologique. Alors, quelles sont ces pathologies chroniques, ces pathologies courantes qui se compliquent d'aspergillose? La première pathologie, c'est la tuberculose. Ça fait partie de la pathologie, de la maladie post-tuberculeuse. Et vous voyez qu'en gros, pour faire simple, 50% des aspergilloses pulmonaires chroniques sont attribuables à la tuberculose. Et les 50 autres % se répartissent entre l'ABPCO et l'emphysème, les infections à mycobactéries atypiques, le pneumothorax et toutes les pathologies bulleuses, l'ABPA à cause des dilatations de bronches qui représentent en fait une cavité, l'asthme, la sarcoïdose fibrokystique, les interventions sur le thorax, quelle que soit la raison pour laquelle on intervient, les survivants d'un cancer bronchopulmonaire, le poumon irradié, et puis quelques pathologies rares comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'entre 1 à 15% des patients ne présentent aucune pathologie sous-jacente, et à ce moment-là, il faut aller rechercher des comorbidités extra-respiratoires comme un diabète, une maladie auto-immune ou une hypertension artérielle.
Alors, les études épidémiologiques montrent qu'il y a une corrélation entre la prévalence de la tuberculose et la prévalence de l'aspergillose pulmonaire chronique, qui est de 24 pour 100 000 au niveau mondial, mais vous voyez qu'elle est supérieure à 50 cas pour 100 000 dans les pays qui ont une très forte endémie tuberculeuse, comme les Philippines, le Pakistan ou la Roumanie. Et l'Algérie a participé ici, donc en avant-dernière position, elle a participé à cette enquête internationale et elle nous donne une prévalence de 2,2 cas pour 100 000 habitants, ce qui est très certainement sous-estimé, et c'est très probablement à cause du fait que c'est une pathologie qui est méconnue et à cause du fait également que les tests diagnostiques ne sont pas toujours disponibles ou ne sont pas du tout disponibles et pas accessibles. Alors, pour améliorer justement la connaissance de cette pathologie et pour améliorer la détection précoce de l'aspergillose pulmonaire chronique, un groupe d'experts européens se sont réunis et ont élaboré un document qui a été publié dans l'ERJ 2016. Et dans ce document, l'aspergillose pulmonaire chronique a été définie comme une maladie hétérogène, c'est une destruction lentement progressive du parenchyme pulmonaire qui peut prendre plusieurs formes. Elle peut prendre la forme d'un nodule aspergillaire, d'un aspergillome simple, d'une aspergillose pulmonaire chronique cavitaire, d'une aspergillose pulmonaire chronique fibrosante. Il y a une forme intermédiaire qui est l'aspergillose pulmonaire chronique nécrosante, que l'on appelle actuellement l'aspergillose invasive subaiguë ou semi-invasive, qui ressemble à l'aspergillose pulmonaire cavitaire, avec deux différences majeures. C'est qu'elle évolue sur un mode subaigu, c'est-à-dire inférieur à 3 mois, et c'est qu'elle survient également chez les patients qui sont immunodéprimés légers, c'est-à-dire les diabétiques, les patients qui sont sous corticoïdes, les patients qui sont sous méthotrexate, et les sujets âgés et les malnutris, par exemple. Alors là aussi, ces sous-types d'aspergillose pulmonaire chronique peuvent évoluer de l'un vers l'autre et peuvent se chevaucher. Et la forme ou le type d'aspergillose pulmonaire chronique est déterminé par l'aspect radiologique sur une radiographie standard qui est plus accessible mais qui est moins précise que le scanner thoracique. Et l'imagerie va donc finalement nous identifier 4 phénotypes radiologiques. Ce sont plus des phénotypes radiocliniques que des phénotypes radiologiques. Le nodule aspergillaire qui est unique ou multiple, avec ou sans excavation, moins de 3 cm en général de diamètre, qui n'a aucune particularité radiologique par rapport aux autres nodules, et en particulier pas de différence entre un nodule aspergillaire et un nodule malin. Et sur le plan clinique, il est asymptomatique ou il peut s'accompagner d'une toux. L'aspergillome simple représente une cavité unique, elle peut être pulmonaire, elle peut être pleurale, elle peut être bronchique. Et dans cette cavité, il y a une balle fungique, mais qui est stable radiologiquement sur au moins 3 mois. Sur le plan clinique, là aussi, il est soit asymptomatique, mais il peut se compliquer d'hémoptysies qui peuvent être de grande abondance. Or, l'aspergillome simple, c'est finalement la forme que le pneumologue connaît le mieux. L'aspergillose pulmonaire cavitaire, donc, elle représente une formation et une extension de multiples cavités, dont certaines peuvent contenir une balle fungique. La symptomatologie est confondue avec la maladie sous-jacente et elle s'accompagne d'une augmentation des marqueurs de l'inflammation, l'AVS ou la CRP. Et enfin, cette aspergillose pulmonaire chronique peut évoluer vers l'aspergillose pulmonaire chronique fibrosante avec une fibrose qui atteint au moins 2 lobes pulmonaires. Et cette fibrose, cette forme fibrosante, va entraîner une perte de la fonction respiratoire et le décès des patients. De toutes ces formes, c'est, comme vous le voyez sur ce diagramme, la forme cavitaire qui est la plus fréquente. Elle est de loin la plus fréquente par rapport à l'aspergillose, par rapport à l'aspergillome, par rapport au nodule et par rapport à la forme fibrosante. Et son diagnostic est basé sur 4 critères.
Le premier critère est clinique. Une symptomatologie qui est présente sur une période d'au moins 3 mois et qui inclut au moins un symptôme parmi la perte de poids, la toux, l'hémoptysie, chez un patient qui n'est pas immunodéprimé. Critère radiologique, sur un scanner de préférence, qui va montrer de multiples excavations avec ou sans balle fungique, ou alors une fibrose ou un infiltrat péricavitaire, ou alors un épaississement pleural en regard des cavités. À ces critères va s'associer soit une sérologie positive, IgG, donc soit des IgG sériques, soit des précipitines positives. Ou alors la preuve mycologique, c'est-à-dire la mise en évidence d'Aspergillus par microscopie, par culture ou par PCR, dans les crachats ou dans le liquide broncho-alvéolaire. Et ces critères ne seront retenus que lorsqu'on aura exclu les autres diagnostics différentiels, donc alternatifs, comme la tuberculose, les infections à mycobactéries atypiques, l'abcès du poumon, le cancer SKV, donc les plus fréquents. Alors, en pratique, le diagnostic d'aspergillose pulmonaire chronique est un diagnostic qui est souvent très tardif et souvent qui n'est jamais fait. Dans les pays à forte incidence de tuberculose, la raison est simple, c'est que l'aspergillose pulmonaire chronique se confond cliniquement et radiologiquement avec la tuberculose. Cliniquement, on a les mêmes symptômes, les mêmes signes généraux. Radiologiquement, ce sont les mêmes aspects. La prédominance au niveau des lobes supérieurs, des cavités, dans des condensations ou dans des infiltrats. Cependant, il y a quand même des éléments qui permettent de distinguer l'aspergillose pulmonaire chronique de la tuberculose. Ce sont l'épaississement pleural, la fibrose ou l'infiltrat péricavitaire et un matériel intracavitaire qui est dans le cas de l'aspergillose chronique, une balle fongique. Donc vous voyez sur ces images radiologiques qu'a priori, rien ne permet de distinguer une aspergillose pulmonaire chronique d'une tuberculose pulmonaire. Sur le scan, les images sont beaucoup plus précises. Et c'est important, dès qu'on suspecte une aspergillose pulmonaire chronique, de demander un scanner thoracique. Et vous allez voir plus tard, lorsqu'on aura bien sûr éliminé une tuberculose pulmonaire. Alors, vous voyez l'aspect ici, donc vous avez l'épaississement en regard, l'épaississement pleural en regard des lésions. Alors, on le devine, on le voit, mais généralement, on ne regarde pas assez de façon approfondie une radiographie thoracique pour discerner entre les deux pathologies. Donc, vous avez l'épaississement pleural, on le voit ici également. Vous avez la fibrose péricavitaire qui est ici, avec l'infiltrat péricavitaire, et bien sûr, l'aspergillome ou la balle fungique qu'on ne voit pas a priori sur le cliché thoracique. Une autre caractéristique de l'aspergillose pulmonaire chronique, c'est la progression lente de la maladie sur des mois et surtout sur plusieurs années. C'est une évolution qui va se faire sous la forme d'une augmentation de taille ou de la formation de nouvelles cavités ou de l'apparition d'une balle fungique. Et vous voyez ici qu'on part en fait d'un infiltrat ou d'une opacité hétérogène des parties supérieures des poumons et on arrive à un évidement pulmonaire. Et ça, c'est des images qu'on attribuait à la tuberculose dans le passé. Alors, je pense qu'on a tous vu des images d'aspergillose bronchopulmonaire, mais qu'on n'a pas fait le diagnostic. Donc, vous voyez aussi cette évolution sur plusieurs années. Ça, c'est des radiographies qui ont été faites chaque année, et vous voyez cette évolution très nette qui finalement aboutissent à un évidement des lobes supérieurs. Alors, autre évolution, ce ne sont pas toutes les tuberculoses cavitaires qui évoluent vers la forme fibrosante. Vous voyez que cette forme fibrosante, la définition, c'est la fibrose au moins de 2 lobes supérieurs. Et vous voyez qu'on arrive finalement presque à un hémithérax sombre et rétracté, qui est en fait un poumon détruit. Donc, sur la radio standard, et ici, vous avez
finalement l'équivalent sur le scanner thoracique. Alors, ça prouve tout simplement, quand on regarde les images radiologiques, ça prouve que l'imagerie est un élément clé dans l'aspergillose pulmonaire chronique. Et à partir de là, les experts ont fait 3 recommandations. La première recommandation a été faite pour les radiologues. Et on recommande à ces radiologues de mentionner dans le compte-rendu la possibilité d'une APC lorsqu'il y a des images évocatrices sur le scanner thoracique, les cavités, la balle pharyngique, l'épaississement pleural, etc. On recommande aux pneumologues de faire un scanner thoracique lorsqu'ils suspectent une APC sur une radiographie thoracique. Et enfin, pour le suivi se fait soit un scanner à faible dose lorsque c'est possible, mais sinon, c'est une radiographie thoracique à 3 ou 6 mois de l'épisode initial et ensuite à chaque fois qu'il y a une modification par rapport au statut clinique. Professeur Abichette, s'il vous plaît. Oui. Peut-être qu'on pourra aborder ces questions lors de la discussion pour ne pas amputer le temps consacré à la discussion. Merci. Je vais essayer d'aller vite, mais bon, donc, je vais essayer très vite. Si vous voulez, j'arrête. Hein. Si j'ai dépassé mon temps, j'arrête. Pour moi, vous pouvez continuer, mais pour l'organisation du reste, ça sera un petit peu dur, parce que vous avez dépassé les 20 minutes. Et pour moi, je vous écouterai encore pendant 1 heure. Merci. Sans problème. Donc j'arrête, et si vous voulez me poser des questions, mais c'est quand même dommage. D'accord ? Je vais essayer d'aller très vite. Je résume les plaques qui vont suivre. Rappelez-vous que la tuberculose est la pathologie qui nous concerne le plus. Il faut savoir que tous les patients qui ont été traités pour tuberculose sont des patients à risque d'aspergillose pulmonaire chronique. Parce que 2 tiers d'entre eux vont guérir avec des séquelles. Et jusqu'à 30% d'entre eux vont avoir une cavité résiduelle. Et c'est dans ces cavités résiduelles que l'on peut avoir une aspergillose pulmonaire chronique. Mais on peut faire également une aspergillose pulmonaire chronique, même quand on est devant une tuberculose qui est active. Donc on peut avoir une co-infection. Et cette co-infection, quand est-ce qu'on peut la deviner ? Quelqu'un m'a posé une question il y a à peu près 1 semaine. On me dit, j'ai une tuberculose qui ne répond pas au traitement, alors que le malade, il y a une observance et les BK restent sensibles. Et quand la tuberculose ne répond pas au traitement, quand les BK restent sensibles, pensez à l'association à une aspergillose pulmonaire chronique. Les suggestions qui ont été faites à partir de ces observations, c'est qu'il faut faire une radiographie thoracique à la fin du traitement. On le fait, mais ceux qui ont une cavité résiduelle à la fin du traitement doivent bénéficier d'un suivi régulier pour justement détecter l'aspergillose pulmonaire chronique. Ensuite, deuxième recommandation, faire des IgG spécifiques ou demander des précipitines avant de traiter un patient qui est BK négatif en culture ou en microscopie. Et enfin, à titre préventif, il faut traiter précocement une tuberculose pour éviter les séquelles.